Aussi, je suis contente de ne plus parler devant un écran, mais devant des vrais gens, donc merci d'être venu. Je vais vous parler de la trajectoire et des déterminants de la pérennité de Prairies Semées. C'est un projet qui s'appelle Perpète, avec un certain nombre de coparticipants que vous voyez ici, la plupart sont dans la salle. Et pour cet exposé, on a rajouté un certain nombre de résultats d'un autre projet de recherche qui s'appelait Herbie Pâturage tournant dynamique, qui permet de monter en généricité en couvrant une zone climatique plus large du Grand Ouest. Donc la prairie a de multiples intérêts, en particulier quand on la fait vieillir, et donc en reprenant les piliers de la durabilité, on avait fait des enquêtes qui ont permis de sortir comme principaux éléments mentionnés par les agriculteurs de ce projet, donc des éléments économiques, moins de renouvellement, moins de dépenses, moins de travail, avec le petit graphique que vous voyez là. Des intérêts environnementaux en termes de stockage de carbone, donc ça c'est peut-être un peu la période qui veut qu'on pense tout de suite au carbone, et de fertilité des sols, d'entretien de la fertilité. Une flore diversifiée, c'est aussi, et de longue durée, c'est aussi un tissu racinaire beaucoup plus développé, qui permet de simplifier l'utilisation de la parcelle. Et enfin, l'autonomie protéique est un élément très important, puisque l'herbe est un fourrage équilibré. Et du coup, dans notre projet, au début, on avait défini avec l'ensemble des ingénieurs techniciens qui étaient impliqués, des éleveurs, la pérennité en disant que c'est des prairies qui assurent une certaine continuité de production, de composition botanique, en grande famille. On ne s'occupait pas forcément des espèces, du maintien espèce par espèce, pour assurer la fonction attendue pour la prairie. Vous allez retrouver un certain nombre de choses que vient de vous expliquer Patrice, qui me permettront d'aller plus vite. Donc le projet Perpète, ça faisait partie d'un gros projet européen FEADER SOS Protéines qui visait à déterminer en quoi les systèmes fourragers pouvaient contribuer à l'autonomie protéique des élevages. Et donc on était un volet de ce projet qui s'intéressait à la question pourquoi et comment pérenniser les prairies temporaires. Et le projet Herbie pâturage tournant dynamique visait à évaluer l'intérêt de ce mode de pâturage et donc se situer dans un territoire un peu plus au sud. Nous, on était en Bretagne, Pays de Loire, et l'observatoire PTD était dans les Deux-Sèvres. Donc on couvre un gradient climatique, mais qui reste quand même entre océanique dégradé. Et j'ai repris les données moyennes de simulation de Styx, donc une vieille version, puisque ce que vous a présenté Sylvain, c'est la version 10, et là on est sur la version 3. Mais ça vous donne quand même le gradient de productivité des prairies temporaires, donc entre 4-6 tonnes et un peu plus de 8 tonnes dans les régions les plus arrosées. Les questions posées donc, que je vais traiter dans cet exposé, c'est est-ce que la diminution de pérennité souvent mentionnée par les éleveurs est une réalité objective, mesurable sur le terrain? Donc ça a été suivi dans les deux observatoires. Quels sont les facteurs qui peuvent moduler cette pérennité, essentiellement pour avec le projet Perpète, et comment gérer les prairies pour améliorer leur pérennité et favoriser leur pérennisation vers des prairies semi-naturelles de bonne qualité. Donc je vais aller vite sur le matériel et méthode. Donc vous voyez là le gradient climatique des deux projets. Donc on a une zone bien arrosée dans les deux situations, à l'ouest avec peu de déficit hydrique, même s'il y en a un peu en été, et pareil dans l'ouest des Deux-Sèvres avec des pluviométries importantes. Et par contre, on a aussi des zones à déficit hydrique très marqué, en particulier dans le Touarcé. Dans les deux cas, on avait donc des observatoires de parcelles agricoles avec des suivis de la production en biomasse valorisée ou en production sur pied pendant 3 à 5 ans et un enregistrement fin des pratiques. Et c'était complété par des observations de sol et pour le cas de Perpète, par des expérimentations sur des problématiques clés. Donc dans un cas, on a 69 parcelles qui ont été retenues au final, dans l'autre cas 28. Dans Perpète, on n'a que des prairies temporaires qui avaient 2-3 ans en début de suivi, donc c'est un observatoire qui a été construit vraiment spécifiquement pour ce projet, tandis que dans l'autre, on était sur un mélange de prairies temporaires et permanentes. Ce qu'on a mesuré, donc vous retrouvez le graphique que vous a présenté Pascal et puis Patrice tout à l'heure.
avec l'interaction des facteurs du milieu, des facteurs de gestion qui vont expliquer à la fois la composition botanique et les critères de production. Donc nous avons disposé d'un enregistrement des pratiques, des données de Météo France, pareil avec les mailles safran, de profils pédologiques en début et en fin de projet dans les deux cas, avec des observations racinaires, parfois des analyses de sol. Et puis côté végétation, on a utilisé la méthode Herbe-Valo pour calculer le rendement valorisé, donc le valorisé est forcément inférieur au rendement produit, donc on a un petit décalage par rapport à ça. Et puis des relevés floristiques avec les poignets, comme vous a expliqué Patrice tout à l'heure. Donc quelques résultats. L'évolution, donc le graphique de droite vous montre l'évolution de la production valorisée sur les 3 ans et la répartition annuelle. Donc on a environ 50% de la production au printemps et donc 50% hors printemps, ce qui est important de noter. Dans le cas du réseau PTD, on a 5 ans. On a également une décroissance de la production et on sait qu'on ne peut pas l'attribuer à l'effet année parce qu'il y a eu des simulations STIX faites en même temps qui, elles, sont quelque part ne tiennent compte que de l'effet année mais non pas de l'effet âge de la prairie. Et on voit que c'est beaucoup plus stable dans les simulations que dans les mesures. La production moyenne se situe autour de 7 ans dans Bretagne, Pays de Loire et un peu moins dans les Deux-Sèvres. Elle diminue avec l'âge des prairies semées et donc, ce que je vous ai dit, il y a une partie de la production hors printemps. On a commencé par regarder le rapport entre alimentation en eau et production, puisque c'est quand même un facteur assez connu de croissance des prairies. Et donc on voit qu'il y a une tendance positive tout à fait significative dans les deux observatoires, avec une énorme variabilité néanmoins, qui montre que ça n'est pas le seul facteur qui joue. Dans le cas de Perpète, on a fait une typologie sur les 5 critères qui étaient la biomasse produite, le pourcentage des diverses familles, donc graminées, légumineuses, diverses dicotylédones, et la valeur pastorale qui est calculée avec les coefficients d'Ellenberg, qui reflètent une idée de qualité. Et on a pu arriver avec une analyse en correspondance principale à identifier 4 types de prairies. Donc avec des niveaux de production différents qui varient entre un peu plus de 5 tonnes à un peu moins de 9 tonnes, une composition différente, relativement équilibrée dans les prairies les plus productives avec 20-25% de légumineuses, et un type de prairie peut-être un peu différent des autres, qui est le type 1, avec une production un peu, pas négligeable, un peu plus de 6 tonnes, mais avec beaucoup plus de diverses. Et du coup, une valeur pastorale moindre. Ces 4 types de prairies, pour être un peu plus précise, donc on retrouve des prairies dites creuses, riches en diverses, dans un climat plutôt humide en automne après des étés secs, ce que vous a expliqué Patrice tout à l'heure, sur exploitation en été, avec des trous colonisés par des espèces pas forcément intéressantes. Le type 4, à l'autre extrémité, bonne production, climat favorable, valorisation toute saison. Là, on est en Bretagne occidentale. Et puis les 2 autres types du milieu, peu d'herbes valorisées dans le type 5, qui est les régions les plus séchantes, mais avec un mélange semé et une façon d'exploiter les prairies qui permet de bien maintenir les légumineuses. Et à l'inverse, le type 3 est plutôt dominé par les graminées, également dans des climats plus secs. Quand on recherche les déterminants de ces 4 types de parcelles, donc avec une analyse, je vous ai remis les principaux facteurs déterminants, donc on va retrouver notre gradient PMA-ETP sur l'axe principal et la plupart des facteurs climatiques. Donc à droite, vous avez des climats relativement pluvieux, à gauche, vous avez des températures élevées et des périodes de sécheresse. On voit que tout ça joue plutôt sur la biomasse, la valeur pastorale et l'abondance des diverses, pas tellement sur le pourcentage relatif des graminés et des légumineuses, qui, elles, vont plutôt être déterminées par des pratiques, du pâturage équilibré ou du pâturage très sévère, et puis des conditions de sol favorables ou moins favorables. Les graminées s'accommodent mieux de sols hydromorphes et souffrent moins de piétinement en conditions un peu limites. Donc la biomasse, on retrouve comme déterminant la pluviométrie, les sols profonds, la fertilité, et c'est du côté d'un grand nombre de jours de pâturage, étant donné que c'est avec ces jours de pâturage qu'on a calculé la biomasse, donc ça c'est un peu lié à la méthode aussi.
le pourcentage de graminées, donc la sévérité du pâturage au printemps et en automne, et les sols à problème. Les légumineuses sont favorisées par des sols, alors par des climats plutôt humides, une date de première intervention relativement précoce pour que la légumineuse ne souffre pas trop de la compétition pour la lumière, et un pâturage équilibré. On parlait des réserves des plantes tout à l'heure, le trèfle supporte assez mal un nombre très élevé de cycles. Et par contre, il peut y avoir des problèmes de fertilité, de sol qui se compactent, de pluviométrie importante en automne-hiver, qui fait que si pendant très longtemps on ne peut pas rentrer dans les parcelles et les utiliser, le trèfle va être plus ou moins étouffé par les graminées. Et pour les légumineuses, on a la sévérité du pâturage en été qui risque d'ouvrir le couvert ou de brûler la végétation avec les taches de pissa des animaux qui peuvent brûler la végétation et donc créer des zones de sol nus. Les sols peu profonds et puis l'importance aussi des pluies automne-hiver qui les favorisent. Quand on regarde de façon plus précise quelles espèces sont concernées, on voit qu'on a deux espèces de graminées principales. Je vous rappelle qu'on est dans un réseau de prairies semées, donc, qui sont le régras anglais qui a été semé partout et la fétuque élevée qui est environ semée dans un peu plus de la moitié des parcelles et qui est très souvent semée dans les zones séchantes. Vous voyez les départements énumérés ici. Et dans les parcelles qui ont été semées sans fétuque élevée, donc le graphique de gauche, vous voyez que le régras est très dominant au départ et se maintient et constitue environ 40% de la végétation. Le trèfle était très important au départ, il a tendance à diminuer, donc il passe de 30 à un peu moins de 20%. Un certain nombre d'autres espèces semées diminuent, c'est des espèces pas très pérennes qu'on met pour bien booster la prairie au départ, des régras d'Italie et du trèfle violet. Et à l'inverse, on va avoir des espèces qui s'installent, donc des diverses dicotylédones en bleu et diverses graminées en vert clair. Quand on est avec des parcelles semées avec fétuque élevée, la fétuque s'installe relativement lentement, mais par contre, au bout de 4-5 ans, on voit qu'elle devient généralement plus abondante que le régras parce que les sécheresses cumulées font qu'elle se développe mieux. Ça, c'est un résultat que je vous illustre pour Perpète, mais qui était aussi valable pour le réseau PTD. Et on voit autre chose, c'est que quand il y a de la fétuque, on a moins d'espèces diverses, que ce soit d'autres graminées non semées ou des dicotylédones diverses. Donc pour avoir des prairies pérennes, il faut semer des espèces pérennes et on voit que grosso modo la composition botanique évolue vers un équilibre entre les trois familles, autour de 60% de graminées, 20% de légumineuses et 10% d'espèces diverses. Maintenant, comment ont évolué ces prairies? Donc, on a refait une analyse, donc on a calculé de combien la biomasse changeait d'une année à l'autre. La même chose pour les pourcentages de graminées, de légumineuses, de diverses, et la même chose pour la valeur pastorale. Et ces indicateurs-là ont été traités de nouveau par ACP pour identifier des types d'évolution comparables. Et on a pu différencier 6 types de trajectoires d'évolution qui s'organisent avec 2 gradients principaux. La biomasse augmente, diminue ou est stable avec le temps, et la flore est relativement stable ou évolue. Donc je vous zoome sur 2-3 cas. Ça c'est le type qui s'appelle EVO1, où on voit un très fort développement des espèces diverses, plutôt lié donc à de la surexploitation en conditions séchantes, avec l'augmentation des dicotylédones, et une diminution de la biomasse produite qui était très élevée au départ et qui diminue avec le temps. A l'inverse, dans le cluster EVO3, on a une biomasse qui était faible au départ, mais qui augmente avec le temps, et avec un bon mode d'utilisation des prairies, on a permis de un peu rattraper une installation difficile. Et donc les diverses autres catégories, certaines vont être de plus en plus dominées par les graminées, d'autres vont avoir le cluster EVO5, c'est le cluster qui est dans les situations les plus favorables, où on a un relatif maintien à la fois de la composition et de la biomasse. Et donc tout ça se synthétise avec le graphique que Patrice vous a montré tout à l'heure, où à partir d'une situation initiale à 2-3 ans de productivité maximale, qui elle va dépendre essentiellement du milieu et des graminées qu'on a semées, va évoluer avec une diminution, une augmentation, une stabilité de la biomasse, accompagnée ou non d'une évolution de la flore.
Et donc, les principaux déterminants des 6 trajectoires d'évolution sont finalement l'interaction entre la gestion de la parcelle et les conditions de milieu. Donc, quand on est dans des bonnes conditions, on se trouve donc dans ce cluster change dont je vous parlais tout à l'heure, avec un bon niveau de pâturage annuel et en particulier automnal, le maintien de la production et une stabilisation de la teneur en légumineuses un peu moindre de celle qui était semée au départ, mais autour de 20-25%. Quand on est dans des situations plus séchantes, on va avoir parfois de la surexploitation, dans des mélanges sans fétuque, qui fait que le raigrain n'étant pas très résistant, on a une ouverture du couvert, une colonisation par les annuels, par des composés en rosette, des sols qui se compactent, une diminution de la biomasse et une diminution de la valeur pastorale. Le cluster EVO 2 était qualifié de pâturage équilibré ou laxiste, qu'on trouve plus facilement dans les élevages allaitants, et surtout on trouve dans ces parcelles beaucoup de parcelles semées avec de la fétuque. Donc si on a un pâturage pas très, comment dirais-je, pas très sévère et pas très fréquent, ce qui est plus le cas en élevage allaitant, on va avoir aussi la fétuque qui durcit, et quand on cumule tous les facteurs, on va avoir une diminution de la biomasse valorisée. Et enfin, EVO 3 que je vous montrais tout à l'heure, où une exploitation vigilante en été permet le maintien d'une flore de qualité, dont l'importance des légumineuses, qui peu à peu vont enrichir le milieu en azote, donc permettre d'améliorer la productivité avec le temps. Maintenant, les situations difficiles, avec des hivers humides, des sols à tendance hydromorphe qui vont sécher en été, là, on a très facilement ou très souvent des risques de compaction, et les légumineuses, en particulier le trèfle blanc, n'aiment pas ça du tout. Donc on a une chute du taux de légumineuses, du moteur azoté de la prairie et de la biomasse. Et une fois que le sol est compacté, l'enracinement reste superficiel, et du coup, dans les aléas suivants, la prairie sera moins résiliente. Et enfin, EVO 6, c'était après une installation difficile. On a qui peut être liée à des conditions de levée difficiles ou à une mauvaise gestion tôt après la phase d'implantation, où on a une chute des légumineuses, une très forte dominance des graminées, et donc en l'absence, comme on est quand même dans les réseaux CIVAM qui n'ont pas la main trop lourde sur l'azote minéral, on se trouve dans des situations où la prairie ne se refait pas toute seule. Donc la flore se diversifie avec l'âge des parcelles. On était parti en moyenne de 4,5 espèces semées. On est quand même dans des réseaux qui utilisent beaucoup de mélanges plurispécifiques. Le nombre variant de 2 à 9. Et quand il y a 9, il peut y avoir en plus pour une même espèce plusieurs cultivars. Donc il y a certains... 3 minutes ? Je suis plus très loin de vous. Au bout de 4-5 ans, on a un fond prairial d'une dizaine d'espèces environ. On a des apports de fumier ou de compost, donc amenant du phosphore, du potassium et un peu d'azote de façon assez régulière, modérée, mais ça participe aussi du maintien d'une bonne flore. Un pâturage tournant bien géré et un repos hivernal de 2 mois. Et quand on regarde donc, je vais passer celle-là, c'était juste pour dire qu'on tend vers un équilibre autour de cette tonne et de cette composition, donc 70% de graminées, dont à peu près 50% des espèces semées au départ, 20% de graminées subspontanées, 20% de légumineuses et 10% de diverses. Donc les principales conclusions, l'importance de l'alimentation en eau, l'importance du choix du mélange et de la gestion des parcelles en période difficile. Tout cet ensemble de résultats permettent en moyenne d'aboutir à la nutrition autonome d'une UGB laitière pendant 1 an. Avec 145 kg de MAT, on avait donc des analyses aussi de qualité fourragère. Pour les niveaux de production des éleveurs concernés, ça leur garantit l'autonomie. Le taux de légumineuses en situation pas trop séchante est bien corrélé à l'herbe valorisée, et 10% de légumineuses en plus, c'est un tiers de tonne en plus et un peu plus de MAT. Le développement important du système racinaire est un facteur qui facilite l'utilisation des prairies. Donc ça, c'est des verbatim des éleveurs qui expliquent qu'on peut les pâturer plus tôt, plus tard. Ça offre de la souplesse et ça offre des prairies plus résilientes.
Donc les prairies qui vieillissent bien, il faut être prêt à accepter une évolution de la flore, revoir ses a priori sur les espèces prairiales, bien utiliser et valoriser ce qu'on a, puisque des prairies riches en espèces diverses ont quand même permis de valoriser plus de 6 tonnes de matière sèche à l'hectare. Les graminées spontanées peuvent être tout à fait intéressantes. Il faut adapter ses pratiques d'élevage pour valoriser au maximum l'herbe et préserver la prairie, et veiller à l'entretien de la fertilisation. Dans le réseau PTD, il y a une dérive, par exemple, par rapport au potassium, qui n'était pas prévu au départ, mais c'est quelque chose qu'on ne regarde pas forcément de près dans les systèmes très herbagés et qui reste important. Et ensuite, détruire ou pas détruire, je rebondis sur ce que vous a dit Patrice tout à l'heure. Quelle est la fonction assignée à cette prairie? Est-ce que cette fonction est assurée? Est-ce que la prairie peut changer de fonction? On peut la garder et la changer de fonction. Les animaux s'accommodent, ils ne savent pas lire la végétation. Du moment que ça se mange, ils s'en accommodent. Et donc il faut tenir compte de ça. C'est pas parce que la notion de salissement de la prairie n'est pas peut-être vue pareil par l'éleveur et par les animaux. Et puis les graminées subspontanées permettent d'apporter de la souplesse d'exploitation, et elles peuvent se substituer entre elles et participer à cette évolution vers une végétation semi-naturelle pérenne. Donc avant de casser une prairie, réfléchir à la nouvelle fonction qu'elle peut remplir dans le système. Et donc tout ça a été synthétisé dans un jeu que vous a mentionné Perpète et que vous présentera Romain, qui s'appelle Mission Perpète. Donc on a essayé, c'était vraiment pour essayer de synthétiser nos connaissances d'une façon utile sur le terrain pour faire de l'animation et discuter. Et donc ces prairies plus âgées et pérennes permettent de rendre de multiples services qui vous seront présentés demain matin par Pascal, et puis présente des enjeux importants pour la transition agroécologique des systèmes de production. Donc les composantes économiques des systèmes herbagés sont largement connues, donc je ne reviens pas dessus. Voilà, merci de votre attention.